Bonjour à tous et merci de cet accueil. Merci pour la journée que nous avons partagée ensemble aussi hier. À vrai dire, c'est extrêmement stimulant, surtout pour quelqu'un comme moi qui a pris sa retraite il y a 2 ans, de voir des jeunes professionnels s'engager avec autant de motivation dans ce domaine. C'est à la fois stimulant et aussi une responsabilité, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, que nous partageons tous. Alors, pour commencer cette journée, je vais prendre juste quelques minutes avant de laisser la parole à Vilma pour vous inviter à un petit retour en arrière pour regarder ensemble ce qui s'est passé dans les dernières décennies et peut-être mieux nous situer aujourd'hui pour les prochaines décennies. Bon, comme vous savez, les soins palliatifs apparaissent il y a à peu près 50 ans et l'OMS va les reconnaître en tant que tels dans les années 90. Dans les années 2000, on commence à discuter d'un modèle pour ces services particuliers qui sont les programmes de soins palliatifs dans les 194 États membres de l'organisation. Et certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'à partir de cette réflexion, une image est proposée, c'est l'image du parapluie. Alors dans ce parapluie, il y a des composantes importantes, notamment la nécessité d'avoir des politiques de santé. Jusque-là, les soins palliatifs, dans beaucoup de pays, étaient plutôt liés à des initiatives d'ONG, de fondations, mais ces initiatives n'étaient pas forcément intégrées au niveau de politiques de santé. Et peu à peu apparaît cette nécessité. Le modèle va se complexifier en prenant de plus en plus en considération ce que Sarah vient de mentionner déjà, les dimensions, l'aspect holistique, les différentes dimensions à prendre en considération pour tenter de répondre à des besoins complexes et non seulement à des besoins, mais aussi à des attentes des patients. Et avec le temps, nous sommes arrivés à cette fameuse image de la maison. Alors, je vous raconterai lors de la prochaine pause café comment cette image de la maison est apparue. Mais le message essentiel, c'est que cette maison, elle a d'abord des composantes plus nombreuses que ce qui était représenté par l'image du parapluie. Et parmi ces composantes, l'une nous intéresse particulièrement ici, c'est la recherche. La recherche est l'un des socles de la maison avec les politiques de santé, avec la participation des communautés. Il y a cette nécessité d'une recherche rigoureuse qui permette aux décideurs de prendre des décisions vraiment éclairées, qui permettent aussi à l'ensemble des citoyens de savoir ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui devrait être fait. Donc ça, c'est une première évolution pour répondre à la complexité des besoins. L'autre message implicite de cette image de la maison, c'est que les programmes doivent être absolument adaptés au contexte. C'est-à-dire que vous ne construisez pas votre maison de la même manière si vous habitez sur un terrain sismique, si vous êtes dans un climat extrêmement froid ou dans un climat désertique. Et ça, c'est un message très fort, parce qu'en travaillant avec l'ensemble des pays intéressés par le renforcement de ces programmes, on est obligé, dès le départ, de prendre en considération cette diversité des contextes. Je pense que même dans un pays comme la France, c'est important. On vient de mentionner les Outre-mer. Il est bien évident que les programmes, en fonction
du lieu où ils émergent doivent être adaptés au contexte. Alors, un autre mot très important, ça a été celui de l'intégration aux différents niveaux d'attention. Et en particulier, le fait que le socle d'une stratégie de développement des soins palliatifs, c'est l'attention primaire. Ça, c'est particulièrement reflété dans la résolution qui a été adoptée en 2014 par l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire par l'ensemble des 194 États membres de l'organisation. C'est un engagement qui était une première au niveau international et qui insiste sur cette nécessité d'avoir une approche intégrée aux différents niveaux d'attention avec un socle sur l'attention primaire. Et ceci parce que, au niveau international, les soins palliatifs ont été définis comme une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle. Donc, si vous voulez vraiment répondre aux besoins des personnes là où elles sont et quand ces besoins émergent, il faut pouvoir avoir ce fondement sur l'attention primaire. C'est un aspect qui a été également consacré par une autre déclaration, qui a été la déclaration d'Astana, ratifiée par les pays en 2018. Donc, si vous voulez, ces déclarations dont on peut parfois questionner l'impact sont tout de même le reflet d'une prise de conscience internationale, à la fois de la nécessité de développer les soins palliatifs et de la manière de les construire. Il y a aussi quelque chose qui a marqué les systèmes de santé de façon drastique et en particulier les programmes de soins palliatifs, ce sont les crises sanitaires. Si l'on pense à la pandémie de Covid-19, partout dans le monde, il y a eu des difficultés majeures à assurer la continuité des soins en général et en particulier lorsqu'il s'agissait de soins palliatifs. Et ces crises permettent de réfléchir à une façon de répondre à ce qui est quand même une responsabilité éthique vis-à-vis des personnes en grande vulnérabilité. De façon concrète, l'OMS a publié dans la série des documents techniques un manuel sur la façon d'assurer une continuité des soins palliatifs dans ces situations de crise, y compris dans les situations de conflit qui sont nombreuses dans le monde, et vous pouvez imaginer les difficultés qu'il y a ne serait-ce qu'à assurer la continuité en termes d'accès aux médicaments essentiels. D'autres situations sur lesquelles nous allons revenir dans cette journée ont fait l'objet de préoccupations particulières et continuent d'être l'objet de préoccupations. C'est par exemple le cas des soins palliatifs pédiatriques, des populations qui sont souvent oubliées dans cette réflexion sur les soins palliatifs. Et là aussi, l'organisation a essayé de travailler avec les pays et a développé des outils techniques pour attirer l'attention sur ces priorités. Alors, beaucoup d'obstacles persistent aujourd'hui encore et on peut être parfois un peu découragé. On peut être un peu découragé en regardant les chiffres. La très grande majorité des populations dans le monde n'a pas accès aux soins palliatifs et n'a pas accès, pour commencer, aux médicaments essentiels. Ça reste un obstacle majeur. Ça a été mis en évidence, par exemple, par la Lancet Commission en 2017, plus récemment par le
le Wish Report qui alarme sur cette situation persistante. Alors, que faire face à cela? Je crois que même si l'on peut être découragé, il ne faut pas céder à ce découragement, et qu'en particulier, les partenariats, que ce soit des partenariats entre pays, entre institutions, entre organisations non gouvernementales qui peuvent être aussi actives, permettent de maintenir à la fois la mobilisation pour changer la situation et des armes, des outils pour lutter contre cet état de fait. Un des outils, c'est l'évaluation. Alors, Vilma va détailler à la fois la méthodologie et les résultats très récents de ce qui a été développé avec Atlantes, qui est un centre collaborateur de l'OMS depuis plusieurs années, pour permettre de collecter des données fiables, comparables, dans l'ensemble des pays du monde. Donc, vous allez avoir là l'occasion de poser des questions sur cette méthodologie autant que sur les résultats. Et j'en profite pour remercier la plateforme d'avoir contribué à la collecte de ces résultats pour la France. Cette évaluation est vraiment ancrée sur les différentes composantes de la maison, c'est-à-dire à la fois l'accès aux médicaments, les formations, les politiques de santé, la recherche, la participation des communautés, l'intégration des services aux différents niveaux. Et dans l'objectif initial de l'OMS, c'est un outil que les pays doivent s'approprier. C'est-à-dire que là encore, il est important non pas de parachuter un modèle, mais de faire en sorte que dans chaque pays, on puisse utiliser ces outils pour adapter les politiques de santé, les initiatives, et aussi pour informer les citoyens sur la situation. Alors, je voudrais terminer cette petite introduction par un aspect qui me paraît très important, qui fait l'objet de réflexions, de recherches, et qui est aussi au fondement de cette maison des soins palliatifs, c'est la participation des communautés, et au-delà de la participation, ce qu'on essaye de traduire, à mon avis sans y parvenir, en français par communauté compassionnelle ou compatissante, ou je ne sais pas très bien comment faire, en tous les cas c'est compassionate community en anglais, et avec ce concept, je crois, on dit quelque chose de la participation active de l'ensemble des acteurs dans une société, dans une communauté, et surtout de cette responsabilité éthique partagée depuis les fondements de la réflexion sur ce qui fait notre solidarité entre citoyens plus ou moins vulnérables, entre citoyens de différentes générations, jusqu'à l'élaboration de stratégies complexes. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Vilma, qui va tout vous dire sur le travail, je dois dire, assez impressionnant, qui a été réalisé en un temps record par l'équipe d'Atlantes. Merci encore. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup. Merci pour l'invitation à la plateforme. Merci Marie-Charlotte pour ta générosité, toujours. Et alors, je vais commencer. Je suis vraiment très heureuse d'être ici, de présenter en nom d'Atlantes le projet Atlantes. Et alors, d'abord, je vais présenter l'équipe, les structures de l'Université de Navarre, l'Institut de Culture et Société, où le professeur Carlos Centeno dirige Atlantes. Nous avons une équipe clinique à la clinique Université de Navarre. Nous avons un programme de formation à la faculté de médecine et des autres facultés
de la santé et non de la santé à l'Université de Navarre et le groupe de recherche Atlantes qui a 3 lignes de recherche, les valeurs intangibles, le message des soins palliatifs et au centre, comme vous voyez, le développement mondial des soins palliatifs. C'est ici que je travaille, je coordonne l'équipe de recherche et c'est un centre collaborateur de l'OMS depuis 2022. Et alors, je vais vous présenter les premiers classements mondiaux des soins palliatifs et la carte mondiale 2025 selon le nouveau cadre de l'OMS de la petite maison, comme vous voyez. Hein. Et c'est un article que nous avons publié récemment en Journal of Pain and Symptom Management que vous avez disponible si vous voulez. Et alors, il y a, comme Marie-Charlotte a dit, un défi mondial urgent, l'ampleur de la souffrance. La Commission lancée rapporte une augmentation de 74% des souffrances graves liées à la santé entre 1990 et 2021, touchant près de 73 millions de personnes dans le monde. 80% des cas se trouvent dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et les souffrances chez les personnes non décédées ont doublé. Et alors, on a aussi des disparités persistantes. Les souffrances se concentrent particulièrement chez les femmes de 20 à 49 ans dans les pays à faible revenu et chez les femmes de plus de 70 ans dans les pays à revenus élevés. Malgré les progrès en matière de survie, l'accès équitable aux soins palliatifs reste un défi majeur. D'ici 2060, les souffrances graves liées à la santé devraient augmenter de 87%, ce qui rend l'expansion urgente. C'est la situation actuelle. Alors, un nouveau cadre conceptuel de l'OMS pour évaluer le développement des soins palliatifs, c'est la maison. En 2021, l'OMS a introduit un nouveau cadre avec 14 indicateurs mesurables répartis en 6 domaines ou composantes. Et ces modèles, connus sous le nom de la maison ou la petite maison, contribuent aux objectifs de la couverture sanitaire universelle en favorisant la responsabilité, la transparence et le suivi des progrès. Et pour la première fois, comme Marie-Charlotte a bien dit, on a inclus l'autonomisation des individus et des communautés, c'est le fondement de la maison, avec les politiques sanitaires et la recherche pour la première fois au sol de la maison. Et après le mur, bien sûr, la formation et l'utilisation des médicaments essentiels et le toit avec la prestation de soins palliatifs et les services de santé intégrés. Et dedans la maison, ce sont les personnes nécessitant des soins palliatifs. Et alors, l'évaluation est une composante essentielle de la qualité des services de soins palliatifs et les planificateurs ont besoin d'outils pour prendre des décisions éclairées et orientées vers l'action. Alors, ce rapport publié en 2021 pour l'OMS avec Atlantes a aussi développé un questionnaire et une méthodologie pour collecter les données. Nous avons testé cette méthodologie. Le questionnaire a été traduit à quelques langages, l'anglais, bien sûr, le français, l'espagnol, l'arabe et le portugais. Et alors, nous avons testé dans quelques pays d'Afrique, d'abord en 2023 au Bénin, après le Maroc et aussi au Uruguay. Ce sont 3 pays très différents, 3 cultures très différentes et de différents continents aussi. Nous avons testé la méthodologie d'abord et après, nous avons utilisé tous les indicateurs. Ce sont 14 indicateurs de chaque composant et les indicateurs ont aussi des différents attributs, c'est-à-dire il y a les 6 composants, mais aussi les 14 indicateurs et beaucoup d'attributs de chaque indicateur pour mesurer d'une manière rigoureuse le développement des soins palliatifs dans un pays à niveau macro-indicateur, c'est-à-dire ce sont indicateurs de structure. Ce ne sont pas des indicateurs de procès, ce ne sont pas des indicateurs de résultats, ce sont des indicateurs de structure. Ça, c'est important parce que c'est un outil pour comparer les pays. Et après ça, les pays, bien sûr, devront développer des autres évaluations à niveau national.
Et alors, nous avons suivi une méthodologie, une approche en 5 étapes. La première étape a été l'identification des experts nationaux. Alors, partenariat avec le bureau régional de l'OMS et les organisations internationales, nationales et internationales pour établir un réseau mondial d'informateurs. Et au moins des consultants par pays sélectionnés selon des critères stricts d'expérience et de reconnaissance. Nous avons... Et une autre fois, je remercie tous qui, dans la salle, ont participé avec nous dans la collecte des données. Et alors, la deuxième étape a été la collecte des données via formation accréditée. Alors, à peu près 600 participants de divers pays ont suivi un cours en ligne accrédité par l'Université de Navarre et structuré en 4 unités thématiques avec conférences, vidéos et études de cas. Alors, tous les consultants qui voulaient participer ont participé. Finalement, à peu près 600 ont terminés et les cours sont accrédités, mais il y a beaucoup d'autres qui ont participé. Et aussi, nous avons contacté plus de 2000 personnes experts dans le monde pour participer. Et alors, nous avons conformé un réseau. Et après de la collecte des données, nous avons, la troisième étape a été la validation et approbation des rapports des pays. Alors, les réponses des experts ont été réconciliées et triangulées avec la littérature et les documents officiels. Les profils nationaux ont été examinés par des experts nationaux et, lorsque possible, approuvés par les associations nationales, si est-ce qu'il y ait une association nationale. En quelques pays aussi, nous avons avancé encore un peu plus et nous avons obtenu l'approbation du ministère de la Santé. C'est-à-dire c'est le niveau le plus haut d'approbation de notre rapport. Mais ça n'a été pas très souvent, c'est-à-dire en quelques pays, nous avons arrivé à ce niveau. L'étape 4, c'est l'analyse statistique et la classification de tous ces les données, et la transformation et notation de chaque indicateur, calcul d'un score de développement global comme moyenne arithmétique et classification des pays en 4 niveaux conceptuellement définis. Les niveaux, ce sont l'avancée, établi, en progrès et en émergence. Ce sont les 4 niveaux de développement que nous avons, comme nous avons classifiés. Et finalement, nous avons produit une cartographie mondiale, la création d'atlas illustrant les disparités mondiales, facilitant les comparaisons entre pays et les plaidoyers politiques. Alors, on a fait vraiment le tour du monde, pas en 80 jours, mais en à peu près 365 jours. C'est-à-dire pendant un peu plus d'un an, nous avons fait tout le parcours. On a commencé par l'Afrique, commencement de 2024, après l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique. Pour la première fois, on a évalué l'Asie-Pacifique, l'Europe, et les Caraïbes et l'Amérique du Nord pour la première fois aussi, et les Méditerranée orientale. Et alors, une évaluation globale de 201 pays selon le nouveau cadre de l'OMS. Ce sont tous les pays et territoires qui sont reconnus par les Nations Unies. Et alors, voilà, ce sont les 5 atlas que nous avons publiés dans cette année 2025. Et vous, probablement, vous connaissez bien l'atlas de l'Europe, lancé au congrès de l'EAPC à Helsinki au mois de mai. Mais d'abord, nous avons présenté en avril l'atlas de l'Asie-Pacifique et après l'atlas de l'Afrique au mois de septembre à Botswana, le congrès de l'APCA, et après le Méditerranée orientale et le dernier a été les Amériques. C'est tous les Amériques ensemble pour la première fois. Et nous avons fait toutes les régions de l'OMS. Alors, tous ces matériaux sont disponibles sur le site d'Internet d'Atlantes. Si vous cliquez sur les codes, vous pouvez arriver au Press Room. Et il y a beaucoup de matériel. Et aussi,
les attles, mais aussi des autres matériels pour les lire et pour voir. Et ils sont également disponibles sur Amazon si vous voulez acheter l'atlas en papier. Et alors, finalement, nous avons heureusement publié le premier classement mondial des soins palliatifs, la carte mondiale 2025, et qui est aussi disponible sur le site d'Atlantis et sur le Journal of Pain and Symptom Management, parce que c'est une access ouverte. Et alors, cette couverture mondiale a été exceptionnelle, c'est-à-dire que nous avons évalué les pays, tous les pays et les territoires dans cette étude mondiale, mais aussi tous les experts internationaux qui ont participé et qui maintenant sont part d'un réseau des experts en évaluation mondiale accrédités par l'université. Et nous avons, par cette analyse, nous avons couvert 99% de la population mondiale. Et alors, les taux de participation régionaux a été remarquable, plus de 90% de participation dans tous les continents. Alors, je crois que c'est vraiment un succès, et parce que les gens étaient très, très intéressés de participer, de s'entraîner et d'être part de cette évaluation de leur propre pays. Et aussi être part d'une évaluation mondiale. Alors, voilà la carte mondiale des soins palliatifs avec les 4 niveaux de développement: avancé, établi, en progrès et émergent. Et d'où on peut voir que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où les services de soins palliatifs sont insuffisants. Alors ça, c'est le premier message qu'il faut prendre. Et bien sûr, vous pouvez aller sur le code aussi et voir l'information plus détaillée. Par exemple, si vous allez sur la France, vous pouvez voir, vous pouvez déplier la carte, mais aussi tous les indicateurs, les niveaux d'évaluation et les numéros de la France dans le classement. C'est le numéro 9, c'est-à-dire que la France est d'entre les 10 meilleurs pays ou plus avancés de développement des soins palliatifs. Alors, mes félicitations, parce que c'est vraiment important. Mais vous pouvez y aller dans tous les pays du monde, et aussi, si vous supportez cette table avec tous les rankings, les classements, vous pouvez aller à chaque pays et voir la comparaison de chaque pays et les numéros de classements dans le monde. Et alors, les résultats sont alarmants, des disparités mondiales profondes. Il y a des disparités mondiales profondes. 40% des pays sont à niveau émergent. 81 pays avec un développement minimal ou absent, représentant 900 millions de personnes. Ça, c'est un résultat très important. À niveau progressif, 28%, 57 pays démontrant un développement initial et inégal. Et les niveaux établis, 34 pays avec un développement plus courant. Et finalement, les niveaux avancés, seulement 29 pays ont atteint les plus hauts niveaux, 14% des pays. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où les niveaux de soins palliatifs sont émergents ou progressifs, tandis que moins d'un cinquième bénéficie des systèmes avancés. Et cette répartition inégale illustre l'urgence d'intensifier le développement, particulièrement dans les contextes à revenus faibles et intermédiaires. Et voilà aussi des champions régionaux, des exemples inspirants. Il y a des leaders mondiaux, bien sûr les 29 pays les plus avancés, en Europe surtout, l'Europe de l'Ouest, mais aussi quelques pays à l'Asie-Pacifique comme la Thaïlande, Taïwan, Australie, et les Amériques, Uruguay, Costa Rica, États-Unis et Chili. Et il y a des succès remarquables. Malgré des ressources limitées, plusieurs pays se distinguent comme exemples régionaux de développement avancé. La Thaïlande, leader en Asie du Sud-Est,
l'Ouganda est pionnier en Afrique subsaharienne, et le Chili et l'Uruguay, modèle en Amérique latine, et Costa Rica, excellence en Amérique centrale. Ces exemples démontrent que des progrès significatifs sont possibles au-delà du Nord global grâce à la volonté politique, l'investissement stratégique et les approches adaptées localement. Et c'est très important et très encourageant pour ces pays d'être au niveau avancé. Et alors, il y a des analyses dimensionnelles des forces et des faiblesses, bien sûr. Par exemple, les médicaments essentiels est la dimension la plus faible mondialement, avec de nombreux pays obtenant des scores bas. L'accès aux médicaments essentiels est encore un défi. La recherche, deuxième domaine le plus sous-développé, particulièrement dans les pays à revenus faibles. C'est très remarquable. Les politiques relativement plus fortes, surtout dans les pays à revenus intermédiaires, supérieurs et élevés. La formation, performance variable, mais généralement meilleure dans les pays à revenus élevés. Et la prestation de services, couverture et intégration inégale au niveau national. L'accès aux médicaments et la recherche restent les domaines les plus faibles à l'échelle mondiale, avec des lacunes persistantes, même dans certains contextes à revenus élevés. Et les politiques et la formation sont plus forts, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires, supérieurs et à revenus élevés. Et si on fait la corrélation avec le développement socio-économique, bien sûr, il y a une corrélation forte. Les pays avec un indice de développement humain très élevé présentent les scores de développement global médian le plus élevé, tandis que les pays à l'index faible se regroupent à l'extrémité inférieure de la distribution. Il y a les nouveaux systèmes de classification basés sur le GDS, le Global Development Score, capture des disparités significatives alignées avec les cadres socio-économiques plus larges. Et après la classification de la Banque mondiale, des valeurs aberrantes comme celles de Thaïlande et celles de l'Ouganda illustrent qu'un développement solide des soins palliatifs est possible, même dans des contextes à ressources limitées, ce qui souligne la nécessité de recherches supplémentaires sur les conditions favorables en dehors des conditions économiques. Et alors, sur le site d'Internet, vous pouvez trouver aussi les différentes cartes non publiées. Et ce ne sont pas publiées dans la carte mondiale ni dans les atlas, mais vous pouvez aller sur le site d'Internet et utiliser ce type de carte pour votre région, l'Europe en ce cas, pour utiliser, pour voir, pour comparer les niveaux de développement des pays et pour analyser la situation régionale qui est très importante pour le développement dans les contextes régionaux des différents continents. Vers un avenir équitable, pour faire un peu de recommandations, nous avons proposé 6 recommandations clés. Et le premier, c'est les modèles communautaires. Intensifier les modèles basés sur les communautés et l'intégration dans les soins primaires. Aussi, la formation obligatoire, bien sûr, rendre obligatoire l'éducation en soins palliatifs au niveau des premiers cycles universitaires, dans toute la formation de la santé. Il y a des zones mal desservies. Étendre les services dans les zones mal desservies, surtout les zones rurales, y compris les populations pédiatriques et rurales. Marie-Charlotte a fait le commentaire sur la situation des soins palliatifs pédiatriques qui est vraiment sous-développée dans tous les pays. Il y a aussi une recommandation sur les plans nationaux. Mettre à jour les plans nationaux avec les objectifs mesurables et promulguer une législation sur les soins palliatifs. La gestion de la douleur, intégrer la gestion de la douleur fondée sur des données probantes dans tous les niveaux de soins et la collaboration régionale. Promouvoir la collaboration régionale et la recherche en priorisant l'équité. Alors, le cadre de l'OMS soutient un passage de l'aspiration à la mise en œuvre et de la disparité à la dignité, avec une vision partagée des soins palliatifs comme composant essentiel des systèmes de santé dans le monde entier. Et finalement,
la dernière recommandation, c'est l'article que nous avons publié avec Marie-Charlotte dans le même numéro de Journal of Pain. C'est un article spécial sur l'évolution des soins palliatifs dans les dernières décennies et qui part de la définition des soins palliatifs en 1990 de l'OMS et après suivi par les modèles du parapluie et du parapluie à la maison, à la petite maison. Nous avons appelé du parapluie à la petite maison cet article parce qu'on a fait un parcours de l'histoire, mais aussi on a analysé le futur. Qu'est-ce qu'on doit faire que nous pensons, quelques réflexions de ce qu'il manque encore pour être au niveau de la dignité pour toute la population. Et alors, je n'ai qu'à remercier une autre fois à tout le monde, surtout à tous les personnes qui ont participé dans l'évaluation, qui sont ici dans la plateforme, dans la France, mais aussi dans tous les pays du monde. C'est l'équipe d'Atlantes, voilà professeur Centeno, Eduardo Garralda, probablement vous connaissez, Álvaro Montero et toute l'équipe. Pas trop grande, effectivement, mais nous sommes très heureuses d'arriver à ce résultat. Et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes les deux pour vos interventions et vos présentations ce matin. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'Atlas, la plateforme nationale organise avec le Centre national des soins palliatifs et la SFAP un superbe webinaire. Nous vous invitons à venir nombreux. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Ça sera le 18 décembre sur le site internet de la plateforme. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on ouvre la première session des thématiques pour Madame Trepadoro et Madame Boisseau? Oui. Alors, Sarah, on va nous faire... Merci beaucoup de vos deux interventions qui ouvrent des perspectives extrêmement attractives pour comprendre comment on se situe dans l'écosystème. Moi, je suis Sarah Dochy, je suis présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie qui publie un atlas sur les données françaises. Et il y a une question qu'on se pose dans cet atlas, mais qui, je pense, que je me pose encore plus pour la situation mondiale, notamment pour les pays à faible revenu. Est-ce qu'on sait si dans les pays où les soins palliatifs sont peu développés, il y a des relais éventuellement par d'autres systèmes ou d'autres systèmes de soins ou d'autres systèmes médico-sociaux ou des communautés? Comment est-ce que vous arrivez à mesurer cette variable d'ajustement potentiel si elle existe? Ok, merci pour la question. Et, comme je dis, ces 14 indicateurs qui ont été rigoureusement choisis par des experts nationaux et sont des indicateurs de structure suffisants pour comparer à niveau international. C'est-à-dire que probablement il y a des contextes que nous devons faire des autres évaluations. Un exemple, c'est par exemple la première dimension, l'autonomisation des communautés et des personnes. Il y a, dans cette composante, il y a deux indicateurs. Il n'y a que deux indicateurs. C'est-à-dire qu'on peut voir les associations civiles, les associations de professionnels et aussi les directrices pour Advanced Care Planning, décision directive anticipée ou décision préalable du soin. Et alors, on croit que ça ne suffit pas pour voir le développement de cette composante. On est conscient de ça. Et maintenant, nous sommes en train de penser de différentes manières d'évaluer la participation de la société et l'engagement de la société, qu'en quelques pays, c'est très important pour le développement des soins palliatifs. Et probablement, ils n'ont pas
encore une association nationale. Alors le niveau de développement est en progrès, n'est pas établi ou en progrès, mais ils sont vraiment des associations ou d'engagement de la société qui est au niveau des autres pays qui ont ce développement. C'est-à-dire, on est conscient qu'il y a des contextes différents encore sous-évalués, on peut dire ça, sous-évalués. Alors, je crois qu'il faut travailler encore plus, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a fait toute cette évaluation au même temps, d'une manière standardisée, avec les mêmes indicateurs dans tout le monde. Alors, je crois que oui, qu'il y a des pays en Afrique, en Amérique aussi, et qu'il faut voir dans le contexte des autres mesures pour compléter. C'est vrai. Oui, peut-être juste un point, parce que je crois que c'est très important. Cette méthodologie, elle est à la fois supposée évoluer et s'adapter. Dans quelques cas, avant de lancer l'évaluation, il y a eu des workshops, c'est-à-dire vraiment des réunions avec les personnes responsables de l'évaluation dans le pays pour avoir des indicateurs qui cherchent l'information là où elle peut se cacher. Et je veux dire qu'au départ, l'OMS a établi cette collaboration avec Atlantes parce que nous n'avions pas l'information, en particulier par les ministères de la Santé, qui n'ont pas l'information dans beaucoup de pays. Donc, c'est une méthodologie qui est supposée à la fois évoluer, s'adapter, et qui a une dimension pédagogique. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail, on se rend compte de ce qui manque ou de l'information qui peut être un peu biaisée pour que l'exercice puisse être refait. Normalement, c'est un exercice qui doit être fait régulièrement par les pays. Mais avec des indicateurs qui sont de plus en plus adaptés. Alors, très rapidement, pour tout vous dire, les 14 indicateurs, on avait décidé de les formuler en février 2020. Je pense que cette date vous rappelle quelque chose. Donc, en février 2020, nous devions avoir une réunion d'experts du monde entier pour accorder ces indicateurs. Alors évidemment, la réunion n'a pas eu lieu, mais plusieurs réunions en visio et au bout d'un temps finalement assez court, l'ensemble des experts se sont accordés sur ces 14 indicateurs. Mais c'est évidemment une première étape et je crois que c'est important d'avoir ces résultats pour que les pays qui ont commencé à réagir, d'ailleurs, plus ou moins en accord pour des raisons diverses, mais pour que les pays adaptent cette méthodologie. Alors, Madame Roussel. Merci beaucoup. Moi, je suis Catherine Roussel, je représente la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je voulais surtout vous remercier. Nous, on est heureux de pouvoir contribuer à ce projet. Et comment cette méthodologie, elle nous pousse, nous, je pense, dans la durée et très régulièrement à activer, à se mobiliser pour recueillir des données robustes et plus fines en suivant cette méthode que vous proposez. Et je crois aussi que ce projet, pour notre pays, il a aussi un effet rassembleur. Ça fait partie des sujets sur lesquels on peut se rassembler en tant qu'acteur des soins palliatifs pour recueillir ces données de qualité et prendre position sur cette cartographie mondiale. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Tripodoro et Madame Boisseau.